Bon, bah, je propose qu'on démarre ce webinaire sur le télétravail, essentiellement consacré au retour d'expérience, hein, puisque en fait, le premier anniversaire de cette situation extraordinaire que l'on vit tous au niveau planétaire. Alors, avec nous, il y a Paola Fabiani de Wacom, Stéphane Ben-Simon de Wojo et Séverine Delebarre de In Vivo. Le télétravail, comment dire, le MEDEF Paris a publié un guide que beaucoup d'entre vous sans doute eu. Il est toujours disponible. Il peut être téléchargé sur le site internet de MEDEF Paris et du MEDEF Île-de-France aussi, puisque ce webinaire, on l'organise avec la participation et le concours du MEDEF Île-de-France et à tous nos collègues de la région et aussi des territoires de la région parisienne. On voulait faire un retour sur le télétravail, retour d'expérience. On a mené un petit sondage avec nos adhérents il y a quelques semaines et en gros, le sondage disait bah, il y a 60% des entreprises qui disent oh, bah, le télétravail, on s'en est accommodé, ça va, c'est plutôt pas mal. Grosso modo, grosse maille, on y voit des avantages. Et la question, c'est évidemment les 40% qui restent qui eux disent bah, le télétravail, ça va pas du tout, quoi. C'est une catastrophe, c'est pas bien, pour tout un tas de raisons. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de se focaliser sur justement toutes les pistes d'amélioration qui peuvent rendre la vie plus facile en télétravail, tout ce qu'on a appris qui peut permettre de manière très concrète en termes de solutions, qu'est-ce qu'on peut apporter comme idée, comme suggestion, voilà. Je vais commencer par donner la parole à Paola Fabiani. Paola, elle est PDG de Wisecom. Wisecom, c'est une entreprise qui, par nature, fait un travail qui est distanciel, hein, puisque c'est un centre d'appel. Paola, tes centres d'appel, eux, ils ont la caractéristique d'être situés à Paris et pas à l'autre bout du monde. Alors, comment tu as abordé cette question du télétravail dans cette activité qui est vraiment très particulière? Tout à fait. Bah, merci déjà de me permettre de participer à ce webinaire et puis sur un sujet qui est à la fois d'actualité, qui va certainement perdurer. Donc, alors, nous, on est une histoire un peu atypique. Donc, on a effectivement des centres d'appel dans Paris, comme tu l'as très bien dit, Charles. Et donc, effectivement, à travers les grèves et les gilets jaunes, on a eu un petit training, puisque effectivement, nos salariés ne pouvant pas accéder sur le site, ça nous a permis, bon gré mal gré, de finalement mieux peut-être se préparer à ce qui s'est passé. Donc très rapidement, à l'annonce du premier confinement, on a réussi à mettre 100% de nos salariés en télétravail dès le lendemain, grâce à cet entraînement, parce que bizarrement et contrairement à ce qu'on peut penser, les centres d'appel ayant pour autant tous les outils n'avaient pas basculé avant cette crise dans le télétravail. C'était quelque chose qui n'était pas du tout conventionnel et traditionnel. Donc effectivement, là maintenant, on a 70% de nos salariés en télétravail et 30% ou 20% en présentiel avec des rotations en fonction des différentes mesures sanitaires qui sont demandées. Pour moi, le Covid, à la crise, c'est avant tout plutôt un accélérateur qu'un game changer et c'est surtout un vrai crash test, et le télétravail justement en est, des valeurs et la fameuse valeur et culture des entreprises. Parce que finalement, du jour au lendemain, de mettre tous ces salariés à distance, bah, c'est un peu quelque chose auquel on n'était absolument pas prêt et on essaye d'y arriver progressivement. Alors, rapidement, pour brosser quelques constats, sur la partie management, ce qui est un peu le focus, qui est un des focus, bah, finalement, on n'avait jamais appris à nos managers à manager à distance. Et ces managers, du jour au lendemain, on leur demande, on leur a demandé, on leur demande, dans une culture très latine, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est français, donc latin, donc avec une très forte culture du non-verbal, bah, on leur a demandé de trouver le bon média, la bonne méthode, et puis en même temps de maintenir les performances, et puis pas se focuser uniquement, parce que c'est le risque sur le quantitatif, et essayer de créer tout de même une culture d'entreprise, un esprit d'équipe. Et voilà, donc le premier problème majeur, nous, qu'on a ressenti, ça a été finalement ce sentiment d'impuissance de nos managers intermédiaires, sur qui tout repose très très vite, et à qui on demande beaucoup de choses, et pour lesquels ils n'ont pas forcément eu les best practices. Là, nous, on a mis en place des solutions suivantes
qu'on continue à développer, avant tout de les soutenir. En fait, ça paraît très, très basique, mais pour autant, c'est pas forcément inné, c'est-à-dire prendre conscience que tout repose sur eux, prendre conscience qu'ils ne sont pas forcément armés pour, et leur permettre à travers, au-delà des échanges classiques, je dirais de manager à manager, de créer des moments de partage où ils peuvent faire part de leurs ressentis et de leurs difficultés. C'est quelque chose qui paraît évident, mais finalement qui n'est pas toujours mis en place et souvent même pas auquel on ne pense pas. Et ça leur permet quelque part d'avoir un peu une bouffée d'oxygène. Derrière, c'est vraiment de finalement les sensibiliser et les évangéliser au risque du management à distance. Parce qu'on a tous l'impression, finalement, avec les nouveaux moyens de communication, mobiles, smartphones, divers et variés, qu'en fait, on est, entre guillemets, naturellement distanciel, et en fait, on ne l'est pas. Cette crise l'a vraiment mis en évidence et a montré l'importance du lien humain. Mais pour autant, on ne sait pas forcément bien communiquer tant que ça à distance. On le voit souvent dans les relations quand on écrit des SMS ou quand on passe un message, comment ça peut être très mal perçu parce que c'est de l'écrit et ce qui ne serait pas du tout vu de la même façon à l'oral. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'appelle ça le syndrome de la machine à café, le syndrome de la cafette. C'est-à-dire que, en gros, les managers souvent ont l'habitude de régler un problème où les équipes peuvent évoquer leurs petits problèmes lors de la machine à café. Finalement, une discussion qui s'est mal passée, un débrief, une prise d'information. Et là, en fait, finalement, avec le Covid et avec le télétravail, il faut rebâtir la cafette. En fait, il faut rebâtir le concept de la machine à café, c'est-à-dire retrouver des moments où finalement manager et équipe peuvent échanger, dialoguer, alors que pourtant ils ne se voient pas. Donc, une des solutions vise à créer de nouveaux canaux de communication. Alors, c'est les créer, ils existent déjà, la visio, tout le monde le fait, preuve en est aujourd'hui. Mais pour autant, d'utiliser la visio comme dans ce concept qu'a fait, c'est-à-dire à la fois du professionnel, mais en même temps pas forcément du traditionnel, je dirais, c'est très important parce que ça permet à la fois aux managers de pouvoir passer des messages, aux équipes de pouvoir aussi expliquer leurs problématiques et d'améliorer l'ensemble des outils. Après, l'autre point qui me semble très important dans la partie management, c'est la partie mesure. En fait, la tendance naturelle humaine, c'est tout de suite, dès qu'on est à distance, c'est qu'on ne prend que le quanti. Forcément, les chiffres, c'est facile, on peut les mesurer, on peut les voir, et pour autant, on a l'impression qu'on peut s'y fier à 100%. Et bien, ce n'est pas forcément le cas, et c'est souvent, quelque part, je dirais, le haut de l'iceberg. Vous savez, avec le principe, l'iceberg, en haut, il représente un tiers de sa mesure exacte qui est sous l'eau. Ben, c'est un peu la même chose avec les chiffres. Donc en fait, il faut mettre en place des outils qui sont des outils de mesure quali. Alors qualitatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire de pouvoir quelque part évaluer les performances de ses équipes, de ses salariés et aussi de ses managers, pas uniquement sur du pur délivrable, ce qu'on a tout de suite tendance à faire, mais aussi sur du ressenti, sur du retour d'expérience, sur de la satisfaction client et sur de la satisfaction équipe aussi. Donc mettre en place finalement tous ces outils de satisfaction. Donc ça, c'était pour un peu la partie management de notre côté. Après, on a fait un autre constat sur la partie données. Sur la partie données, là, vrai risque, c'est finalement les devices, qu'on appelle les devices, c'est-à-dire portables, téléphones, etc., sortent de la zone de l'entreprise, ont des utilisations et des usages qui ne sont pas forcément conformes, téléchargements et autres, et sont ouverts sur l'extérieur. Donc il y a un vrai risque de confidentialité, un vrai risque par rapport aux différentes attaques, et on a vu émerger de façon massive les attaques de cybersécurité, le ransoming depuis cette crise et pendant cette crise. Et là, je pense que ça va effectivement continuer. Donc, il y a une prise de conscience hyper importante sur la data, et ça pour tout type d'entreprise. Alors, c'est amusant, je fais une petite digression, mais il y avait un article dans les Échos, là, il y a 2 jours, sur la dark data. Le dark data, c'est en fait toutes les données qu'ont les entreprises disposent, qui ne sont pas forcément exploitées, qui présentent à la fois un risque réel, parce que c'est des données parfois sensibles, et en même temps qui pourraient présenter une opportunité commerciale. Finalement, Mhm. cette crise, elle a fait émerger le risque finalement de l'hébergement de la data, du traitement de la data et des différentes attaques. Et la cybersécurité est devenue majeure. Donc moi, le deuxième point que nous, on a renforcé de façon très importante, très concrètement, c'est l'usage d'abord des différents ordinateurs et autres, en sensibilisant finalement nos salariés et nos équipes, parce que finalement, les salariés, ils ouvrent un mail avec une pièce jointe d'une personne inconnue, ils n'ont pas forcément le réflexe de dire qu'en fait c'est un spyware, et ça veut dire que derrière il peut y avoir une attaque et donc un ransoming très classique, et ça touche toutes les entreprises, TPE, PME, TI et grands comptes. Donc voilà, il y a un vrai point sur ça. Et puis le troisième constat que nous on a fait, le troisième point qu'on a mis en place, c'est évidemment la partie organisationnelle et sociale dont on parle beaucoup, c'est-à-dire les risques évidemment psychologiques. Et ça, on Mhm. l'a vu et on le voit. Le risque d'isolement, mais aussi de promiscuité,
Et puis le manque de vie sociale, c'est quoi? Une autre anecdote, moi je discutais avec une avocate qui me disait, mais là en fait depuis qu'il y a le confinement, bah, finalement je travaille de 9 heures à 22 heures. Alors elle a toujours beaucoup travaillé, mais le week-end en fait je continue à travailler, j'ai pas de lien social, j'ai rien qui m'arrête dans mon travail puisque finalement il n'y a pas de moment d'échange qui sont informels. Encore une fois, cette logique du café, du déjeuner. Et donc, au final, tout type de profession peut être touché par ce risque. Et il y a un point majeur, c'est qu'il n'y a pas de signe extérieur. Donc, je Oui. pense que là-dessus, il y a un vrai sujet. Donc, nous, rapidement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de recréer des points de contact nouveaux, comme je disais. C'est de, quelque part, faire mentir loin des yeux, loin du cœur, en se disant qu'on va repenser notre mode de transmission des valeurs pour les adapter à la distance, notamment avec les nouveaux collaborateurs, parce que les anciens, c'est déjà un peu plus facile, ils connaissent l'entreprise, ils savent pourquoi ils y sont, même si ils ne sont pas du tout pour autant protégés du risque. Mais alors les nouveaux, ils n'ont aucun point d'attache, c'est-à-dire que l'entreprise, ils vont l'avoir 3 jours, donc il y a un réel enjeu là-dessus. Et puis se voir moins mais mieux. Donc l'idée, c'est de, peut-être que parfois on a tendance à voir les gens tous les jours et pas se rendre compte de la qualité de relation qu'on peut avoir. Là, l'idée, c'est de les faire revenir très ponctuellement, mais dans le moment où ils reviennent, c'est vraiment de se concentrer sur la personne, sur l'équipe et essayer d'instaurer une vraie bulle d'échange et beaucoup plus que ça pouvait l'être par le passé. Et je pense, je crois que le docteur Florent Reynaud, qui est Oui, médecin et président confondeur de Concilio, va sûrement nous éclairer sur ce point. oui, Voilà, on va revenir là-dessus. Mais en tout cas, merci Paola, parce que en fait, il y a tout l'aspect réglementaire hein, sur lequel volontairement je ne suis pas revenu, parce que tout ça, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont besoin d'explications, ils peuvent bien entendu nous adresser des questions et on leur répondra directement, soit via les réseaux sociaux, etc. Parce que le télétravail, on nous encourage, on encourage les entreprises, le pouvoir public, l'administration encourage les entreprises à en faire. On nous rappelle ça tous les jours, hein. Donc voilà, mais je retiens de ce que tu dis au fond deux choses. La première, c'est que le sujet cybersécurité, où il y a un certain nombre de boîtes qui étaient peut-être qui voyaient ça de loin en se disant oui, non, mais ça c'est pas pour nous, on n'est pas concernés, etc. est vraiment arrivé sur le dessus de la pile. Alors, ouais. tant mieux pour les gens qui vendent de la cybersécurité, hein, parce qu'il y a un certain nombre de boîtes qui ont vu leur activité se développer de façon phénoménale. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au fond, pendant des années, on parlait de valeur ajoutée, et là, on a envie de parler de chaleur ajoutée. C'est de ça dont c'est de ça dont on a besoin pour fonctionner, parce que ça nous manque, parce qu'on l'aspect humain. Alors effectivement, Concilio, Florian, je vous vois pas sur le. Voilà. Est-ce Voilà. que vous voyez là? Et ben voilà, je vous vois. Florent Reynaud, merci d'être avec nous. Donc, alors, vous avez une activité qui est distancielle pour le compte, hein, puisque vos clients et les utilisateurs de votre service s'adressent à vous au travers une interface web. Néanmoins, qu'est-ce que vous pouvez, quel éclairage vous apportez sur ces questions justement de bien-être, de bien-être au travail et de santé? Écoutez, moi, je trouve que la période qu'on vient de vivre, évidemment, a été compliquée à beaucoup d'aspects, vraiment passionnante à d'autres, parce que je pense qu'elle va vraiment montrer qu'il va y avoir une accélération de tendances de fond très, 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 très lourdes. Moi, de ce que j'entends là, j'ai deux questions en fait. La première, c'est justement l'effet du télétravail sur la santé. Et la seconde, qui va un petit peu au-delà de la crise sanitaire qu'on vit actuellement, c'est quel va être le rôle peut-être plus globalement des entreprises dans la santé de leurs collaborateurs. Euh, sur la première partie, si vous voulez, on entend partout en ce moment qu'il y a une explosion des risques psychologiques qui sont liés justement à la crise sanitaire et plus particulièrement au télétravail. J'ai entendu certaines sources qui citent, qui n'hésitent pas à parler de 10, 20, 30% même des salariés qui sont affectés. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand je regarde en fait quel est le taux d'usage aujourd'hui des plateformes d'écoute hein, dédiées à ces choses-là, où on était sur des taux d'usage inférieurs à 1 pour 1000 avant la crise et qui aujourd'hui restent vraiment à des années-lumière en fait de ce qu'on entend les salariés déclarer.
Et le petit retour d'expérience que je peux vous faire, c'est que chez nous, donc, comme vous le disiez, Charles, effectivement, chez Concilio, on est une plateforme d'accompagnement qui propose un ensemble de services complètement intégrés qui vont de la téléconsultation, la recommandation de médecins, etc. Et très souvent, nous, l'entrée dans nos services, elle passe par une téléconsultation avec un médecin généraliste, hein, même s'il y a évidemment aussi des psychologues et des psychiatres spécialisés qui sont disponibles sur la plateforme. Et ce qu'on constate et les retours qu'on fait à nos clients, c'est que plus de 90% des demandes qui sont liées justement à des questions de stress liées donc soit au télétravail spécifiquement et aussi évidemment à la crise sanitaire, elles passent non pas par une demande de je veux parler ou je veux voir un psychologue, mais en fait ça passe par le médecin généraliste parce que en fait les premières manifestations de ces sujets-là, elles sont presque systématiquement de la somatisation. C'est-à-dire, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai du mal à dormir. Et donc, en fait, ce biais, ça nous permet enfin, cette particularité, ça nous permet de faire un retour qui est beaucoup plus complet, en fait, aux clients. Donc ça, c'est un peu un témoignage et je trouve que c'est intéressant. Je pense qu'on est vraiment qu'au tout début de ces sujets de bien-être et d'adaptation de nos modes de travail, à la fois au télétravail, mais aussi à un risque sanitaire qui va rester. Mhm. Et peut-être aussi sur ce point, ce qu'a révélé vraiment cette crise sanitaire pour moi, c'est que clairement, la santé de l'entreprise, aujourd'hui, plus personne ne va nier qu'elle est intimement liée à la santé des collaborateurs. Et c'est devenu un sujet majeur, stratégique, qui est au cœur des préoccupations des dirigeants des entreprises. Et donc, au-delà de cette crise sanitaire, on espère qu'elle va se terminer quand même un jour, euh, je m'interroge sur quel va être le rôle de l'entreprise, plus dans la durée par rapport à la santé des collaborateurs, et comment aller au-delà un peu de l'enjeu légal aujourd'hui, qui est vraiment autour de la mutuelle, qui est bien sûr obligatoire, mais des quelques services qui sont proposés encore par ces dernières avec un taux d'usage qui est vraiment epsilonesque, et donc qui n'ont pas un impact véritablement sur la santé des collaborateurs. Oui, c'est deux choses, enfin, je relève deux choses dans ce que vous dites, hein. Euh, D'une part, on voit que chez certains collaborateurs de certaines entreprises, il y a vraiment un manque de contact social et en fait, ça se traduit par tout un tas de mots et au fond, le travail enfin l'entreprise qu'on a tendance parfois à stigmatiser comme étant un endroit où il se passe des choses pas très sympas, etc., qui pressurent les gens, etc. Ben, on voit qu'il y a des gens qui sont vraiment en manque de ça, hein, qui sont en manque d'interaction et qui souffrent du fait qu'ils ne peuvent plus se rendre sur leur lieu de travail. Donc, c'est un peu l'envers de la médaille, hein. Je ne dis pas que le sujet, enfin les problèmes n'existent pas, hein. Je dis qu'il y a différentes facettes dans les problèmes. Et l'autre chose que vous relevez, c'est qu'au fond, peut-être le sujet du bien-être au travail certains pouvaient regarder avec une certaine condescendance il y a encore quelque temps en disant, oui, enfin bon, on a quand même d'autres choses à faire, hein. C'est pas l'entreprise, c'est pas un parc d'attractions, donc il y a des choses plus importantes. Je caricature, hein, je schématise. Et ben là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des vrais sujets qu'il faut s'en préoccuper avec des méthodes, avec des techniques, avec des formules de formation, de dialogue, d'apprentissage, d'accompagnement qui sont sans doute mieux adaptées. Euh, je, je voudrais passer la parole à Séverine Delebarre parce que euh, alors, je rappelle qu'on peut poser des questions à l'audience, peut poser des questions via le chat, donc il ne faut surtout pas hésiter. Séverine Delebarre, vous êtes DRH de InVivo Retail. Et vous, le télétravail, vous assurez quoi? C'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps, puis ça marche très bien. Comment vous avez fait? Alors, bonjour à tous. Alors, Bonjour. sur le groupe InVivo, déjà peut-être vous dire un peu qui on est, parce que ça Oui, permettra de oui, donner c'est un petit peu de important sens de vous aussi, situer, voilà, absolument, à, ce- absolument. à mon propos. Alors, sur le groupe InVivo, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une union de coopératives de second niveau, c'est-à-dire que nos adhérents, nos propriétaires et clients sont principalement les coopératives agricoles françaises. Donc, on a 192 coopératives agricoles qui adhèrent à notre union. Et vous le voyez avec des activités qui sont très différentes, puisque
On va du monde de l'agriculture avec BioLine au monde du retail, de la jardinerie et de l'alimentaire avec InVivo Retail. Et on est après dans le monde du vin avec notamment la marque Cordy. Donc une activité qui est au service en fait de l'agriculture française. Et aujourd'hui, on regroupe 5800 collaborateurs et on est implanté dans 19 pays. Voilà, pour vous donner un peu un aperçu en tout cas de notre activité. Donc sur ce qu'on a fait en tout cas sur la partie télétravail, c'est que bien évidemment c'était déjà un socle pour nous, mais on est allé un petit peu plus loin et on a réfléchi notamment sur les nouvelles organisations du travail. Donc ce que je vous propose, c'est en effet de pouvoir vous expliquer un peu ce qu'on a mis dans cette démarche, hein, qui est devenue d'ailleurs un accord signé par nos partenaires sociaux, et puis de vous faire un peu un retour d'expérience à la fois sur la négo, parce que ce sont des sujets qui sont pas simples à porter en entreprise en tout cas, et sur lesquels il faut faire adhérer aussi notre strate sociale. Donc déjà le contexte, c'est un contexte que beaucoup d'entreprises ont connu, hein, la crise sanitaire, économique, bien sûr aussi sociale. Alors on avait peut-être contrairement à d'autres entreprises déjà un terrain favorable au télétravail puisqu'on avait signé en 2016 un accord. Donc qui avait déjà commencé à bien mettre en place en tout cas cette dynamique, alors principalement bien sûr sur les fonctions support, les fonctions sièges. Et puis, cette crise sanitaire, on était engagé dans un plan stratégique InVivo 2030. Et en fait, cette crise sanitaire est venue accentuer la nécessité de mettre en place des plans de relance pour en effet pouvoir gérer d'éventuels confinements successifs. Et donc, besoin de mettre en place une transformation aussi organisationnelle. D'où la volonté de mettre en place l'accord NOTE. Alors, les objectifs de l'accord NOTE, au-delà d'un accord télétravail, c'est pas qu'un accord télétravail, en tout cas, parce qu'on en avait déjà un, c'est surtout en fait un accord qui va venir transformer en fait nos organisations de travail et surtout en fait venir repenser la relation à son poste de travail pour un collaborateur et repenser aussi la manière dont un manager va venir aussi interagir avec ses collaborateurs à distance. Donc l'idée, c'est vraiment d'un accord qui permette aussi d'avoir de la performance au service bien sûr d'un projet stratégique parce que c'est toujours connecté aussi à la nécessité de se transformer. Donc ça s'est construit autour de plusieurs piliers, la volonté d'améliorer en tout cas le bien-être de nos collaborateurs et la qualité de vie au travail parce que le télétravail annexe au fait que c'est un outil bien utile aux entreprises pour travailler à distance. Ça renforce aussi cet équilibre vie privée, vie professionnelle qui est très cher en tout cas au sein de notre groupe. Accroître bien sûr la performance collective du groupe et je vais vous donner quelques éléments parce que c'est important aussi qu'on se dise clairement en termes de chiffrage quels sont les inputs financiers aussi qu'on a recherchés là-dedans. Bien sûr, un recours pour faciliter aussi les usages numériques qui n'étaient pas toujours. Alors, Teams, ce n'était pas un outil qui était très utilisé chez nous avant la crise sanitaire et c'est devenu l'outil de référence. Donc, ça a permis aussi de transformer nos usages. Et puis, le respect, bien sûr, aussi de la santé de nos collaborateurs. On en parlait, hein, c'est devenu un élément, la QVT est devenue un élément quand même central dans la gestion de cette crise. Alors, sur les enjeux stratégiques, ce qu'on a cherché à faire, c'est bien évidemment de répondre en fait à ce plan de transformation et ce plan de relance. Et en fait, on a engagé dans un plan de saving de 10 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez significatif, hein, 10 millions d'euros par an, alors à effectif constant, bien évidemment, à travers en fait différentes actions. Premièrement, on a réorganisé en fait notre corporate et on a centralisé une partie de direction. Donc, bon, il s'agit de la DAF, de la DRH, de la DSI, hein, donc des fonctions assez classiques qu'on a mis dans une démarche de mutualisation. Ce qui fait que certaines fonctions aujourd'hui ont une casquette à la fois opérationnelle et corporate. Hein, c'est mon cas puisque je m'occupe aussi de la partie talent management du groupe. La mise en place de centres de compétences. Donc là, on s'est engagé dans la mise en place de CSP sur la dimension comptabilité paye notamment. Révision en effet de nos systèmes d'information pour converger et permettre de gagner en efficacité aussi sur le pilotage de nos activités. Le recentrage des achats où en effet on avait besoin aussi de pouvoir apporter un certain nombre d'inputs et d'économies sur ces sujets. Et puis le schéma directeur immobilier. Alors ça c'est important parce que c'est un élément qui
qui vient impacter directement nos nouveaux modes d'organisation du travail, puisqu'avec la crise sanitaire, on a pris la direction générale du groupe a pris la direction de réduire en tout cas nos espaces de travail et de se mettre dans une dynamique de flex office, donc ce qui est venu aussi apporter un input très important aussi sur ces nouvelles organisations du travail. Si on vient maintenant sur l'accord, donc on a différents leviers qui ont été abordés dans le cadre de cette négociation. Donc, bien sûr, le levier du télétravail, puisqu'on avait un accord qui datait de 2016, mais avec une nécessité quand même de rebalayer un certain nombre d'éléments. Donc, on a généralisé sur tous nos sites parisiens le télétravail à 50-60%. Alors, ça veut dire que bien après cette crise, en tout cas, si on en sort un jour, l'idée, c'est de faire revenir en effet nos collaborateurs sur 50 à 60% de télétravail, puisque depuis un an, nos bureaux sont fermés. Nous sommes à 100% de télétravail depuis un an sur l'ensemble des fonctions, en tout cas sièges de notre groupe. La mise en place du double volontariat sur les sites de province. Donc, on a des sites administratifs aussi en province qui vont être exactement traités de la même façon, mais avec plutôt une base de volontariat. Et puis, bien sûr, des mécanismes de prise en charge pour soutenir en fait cette dynamique de télétravail, et je vous en parlerai juste après. La partie flex office, donc ça c'est sur les sites parisiens, la réduction de notre empreinte immobilière est venue directement apporter une réflexion sur le flex office, donc avec un travail assez fourni avec les managers pour pouvoir organiser des rotations des équipes et réfléchir en tout cas aussi à la nouvelle fonctionnalité de nos espaces, puisqu'en fait on a complètement repensé aussi l'architecture de nos espaces de travail pour venir abriter cette dynamique de flex office. On a aussi une brique sur les nouveaux modes de travail, donc là où on a apporté plus de souplesse aussi, à la fois aux collaborateurs, mais aussi aux managers dans la dynamique d'animation de leurs équipes, en permettant aussi un travail en journée décalée, un travail aussi sur les temps de pause où on est en effet complètement plus ouvert, en tout cas, sur la manière dont on perçoit aussi la relation au travail. L'organisation de réunions avec différents types de réunions, un peu, voilà, des formats de réunions qu'on ne connaissait pas forcément dans les activités tertiaires, de briefs, de réunions debout, où on essaie vraiment d'aller au cœur du sujet et d'apporter vraiment de la performance et de la dynamique, en tout cas dans la tenue des réunions qu'on fait. On essaie d'être dans des réunions vraiment beaucoup plus agiles, avec moins de temps en réunion, mais beaucoup plus efficaces. La partie nouvelles technologies, où là, on travaille encore dessus, puisqu'en fait, on est en train de fournir un certain nombre d'outils à nos managers et collaborateurs. Donc, on a renforcé le déploiement d'outils collaboratifs, alors, qui était déjà une dynamique chez nous, mais qui forcément a été renforcée avec la crise. Et puis, un sujet sur lequel on travaille en effet assidûment, qui est le bureau virtuel, qui va devenir en fait, on va dire justement, ce lieu de rencontre, ce lieu de communication et d'interaction des collaborateurs du groupe. Donc, ça, c'est un outil en tout cas qu'on est en train de développer et qui permettra en tout cas de renforcer aussi renforcer la communication. Et puis surtout, alors on l'a mis un peu en avant, c'est les nouvelles pratiques managériales, parce qu'en fait, tout ça n'est pas possible sans le fait de faire évoluer nos managers, et puisque le manager est central et la clé en fait de la réussite de ces nouvelles organisations du travail. Donc, on a bien évidemment mis en place et axé beaucoup l'accompagnement vis-à-vis de nos managers. Et je reviendrai dessus après. Quand on revient sur la prise en charge, l'idée, c'était de vous donner un peu voilà, des chiffres. Donc, l'indemnité de télétravail, alors on a mis en place une indemnité selon les cycles en fait, qui sont choisis par les collaborateurs, en sachant qu'on est sur un point pivot à 50% de télétravail sur nos sites parisiens. Vous voyez là la grille d'indemnisation, en tout cas des montants qu'on verse au titre de ce télétravail. On a mis en place aussi une indemnité d'installation, puisque beaucoup de nos collaborateurs, pendant les premières semaines, vous avez peut-être vécu ça dans vos entreprises, ont travaillé sur la table de la cuisine ou sur voilà, un petit coin de table chez eux. Il était utile, si on voulait implémenter ces nouvelles organisations du travail, de pouvoir les outiller, de pouvoir leur permettre aussi d'avoir un bureau de qualité aussi chez eux. Donc ça a permis de pouvoir le faire. Et puis une indemnisation aussi des repas, puisque beaucoup de nos sites avaient en effet des restaurants interentreprises mis en place, plus en tout cas soit accessibles, soit
ne peuvent plus y accéder, en tout cas depuis un an. Donc, on a mis en place des tickets restaurants pour leur permettre aussi de pouvoir se restaurer. Alors, les nouvelles pratiques de management, comme je vous disais, c'est un axe qui est principal et le point d'ancrage, en tout cas chez nous. On a renforcé beaucoup de processus RH en fait à distance. Alors, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà mises en place, mais on a aussi mis en place des nouvelles formations de e-learning, des plateformes aussi de formation en ligne pour leur permettre vraiment de pouvoir mieux gérer ces éléments. Et puis surtout, on a accompagné les managers, on a travaillé tout l'été pour mettre en place voilà, des règles des réunions à distance, comment être beaucoup plus efficace en réunion, comment aussi s'assurer que ces collaborateurs à distance se sentent bien et s'organisent en tout cas comme il le faut. Et puis surtout, on a mis aussi, parce qu'on a remarqué que le télétravail, c'était aussi pousser à outrance un rythme effréné pour nos collaborateurs parce que on n'a plus de temps de pause et on n'a plus quelque part cette logique qu'on a en présentiel où on va faire une pause, on va rencontrer et donc il était important de premièrement recréer la convivialité, maintenir l'engagement de nos collaborateurs et puis surtout leur redonner aussi une architecture de leur journée. Donc on a travaillé sur notamment un guide de bonne pratique des réunions en télétravail avec plein d'éléments. On a instauré chez nous, par exemple, la réunion de 50 minutes pour laisser des temps de pause entre les réunions. On a mis en place quelques garde-fous aussi pour permettre en fait que on garde en tout cas une qualité de vie en télétravail parce qu'on sait qu'on est plus efficace et ça l'a prouvé, mais pour autant, il faut quand même garder des sas de respiration pour bien vivre aussi cette logique à distance. Donc ça, vous voyez, ce sont les visuels, le guide de bonne pratique, les 10 règles d'or. Donc ça, c'est des choses qu'on a notamment dans mon activité, le retail, développé et mis en avant et qu'on continue à animer puisqu'on a des groupes de salariés qui ont formé un comité de suivi du mode en travail hybride et qui continuent en fait à alimenter ces documents et qui continuent en fait à faire vivre cette dynamique pour la faire en tout cas évoluer dans le temps. Si on vient en fait sur la négociation et sur le retour d'expérience, parce que c'est intéressant en tout cas de vous partager ce qui a fonctionné chez nous et ce qui a peut-être aussi été déterminant dans la signature de cet accord. Premièrement, c'est qu'on a eu une démarche très participative auprès des collaborateurs. Donc, dans le cadre de cette démarche de négociation, on a mis en place 2 enquêtes auprès des collaborateurs du groupe pour justement avoir aussi la température du terrain, savoir comment ils vivaient aussi leur période 100% télétravail, quels étaient leurs manques. Et ça a permis tout de suite en fait de pouvoir rationaliser aussi nos discussions avec nos partenaires sociaux. Parce que souvent, on pouvait avoir des remontées en disant que c'était en effet compliqué pour les équipes, que c'était un mode de fonctionnement qui n'était pas du tout en adéquation avec la culture de notre entreprise. Et en fait, le fait de prendre aussi directement le pouls de l'entreprise au plus près des collaborateurs, ça a permis aussi à un moment donné de reposer le débat et puis de se rendre compte qu'en fait, les collaborateurs le vivaient plutôt bien, que c'était plébiscité, qu'il y avait certes des aménagements à trouver, mais ça a permis de recentrer aussi la discussion sur les vraies problématiques. Deuxième point, c'est là une prise de parole régulière. C'est vrai que les équipes de la communication chez nous ont vraiment travaillé toute l'année pour continuer en fait à alimenter une communication vis-à-vis des managers. Et cette communication, notamment de gestion de crise aussi, a permis de maintenir ce lien, de pouvoir aussi apaiser les discussions avec nos partenaires. Alors, le troisième point, ce qui est important, c'est la maraude de souvent nos représentants du personnel. C'est un élément qui revient souvent dans les discussions en entreprise et au sein du dialogue social, c'est le droit à la déconnexion. Donc, nous, on a pris le parti avec nos partenaires sociaux de se dire, certes, c'est un sujet, le droit à la déconnexion, mais mettons-le de côté. Traitons nos sujets de nouvelle organisation du travail et voyons à l'aube de tout ce qu'on aura construit, de tout ce qu'on aura discuté, si en effet, ce droit à la déconnexion, c'est encore un sujet ou si en fait, à travers ce qu'on aura imaginé en termes d'organisation, ça y répond. Donc, on a fait ce parti-là, ce parti pris-là, de le mettre de côté. Et en fait, on s'est rendu compte assez naturellement qu'à travers tous ces sujets, tous ces volets que je vous ai présentés, en fait, le droit à la déconnexion était plus tellement un sujet.
Parce que si on les écoutait, en effet, la demande de nos organisations syndicales était de débrancher les serveurs à certains moments de la nuit notamment, ce qui est clairement pas concevable pour une entreprise internationale. Donc voilà, on a réussi en tout cas à trouver un chemin de crête avec eux pour se dire, on a traité de ces sujets-là, on a traité de l'équilibre professionnel-privé, mais de façon différente. Et pour autant, on répond en fait à ce droit à la déconnexion, mais pas en étant sur des dynamiques peut-être un peu extrêmes par rapport à la conduite de nos affaires. Et puis le dernier point, c'est, je pense aussi, le fait qu'on ait fait un accompagnement renforcé sur la ligne managériale. Ça a rassuré aussi beaucoup nos instances par la mise en place de modules de learning, par la mise en place d'outils très pragmatiques. Et puis, on a aussi renforcé beaucoup la communication. Je sais que sur notamment le périmètre que je gère, on a instauré maintenant des DRH meetings avec nos managers. Donc, on prend la parole directement auprès des managers et en fait, on les accompagne sur tous les sujets tout au long de l'année. Et ça, c'est des éléments qui sont très plébiscités et qu'on a mis en place et qu'on va continuer à mettre en place, en tout cas tout au long de l'année. Donc voilà un peu le retour d'expérience en tout cas par rapport à l'accord. Donc c'est plutôt aujourd'hui en tout cas donc c'est mis en place, c'est signé. On a déjà quelques mois de retour d'expérience et aujourd'hui vous voyez on est encore à 100% de télétravail un an après et ça se passe plutôt bien. Alors, merci beaucoup, Séverina. Je trouve que ce partage d'expérience est vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai entendu de votre part des choses que je n'avais pas entendues ailleurs. Et voilà, donc, euh, enfin, avant de donner peut-être la parole à Paola et Florian, s'ils sont encore avec nous, pour avoir aussi leur réaction, parce que voilà, il y a deux petites sujets très rapides évoqués au travers du chat et peut-être expliciter la question du double volontariat et puis peut-être aussi s'il y a un certain nombre d'outils que vous pouvez mettre en open source, notamment votre guide de bonne pratique, etc., pour qu'on puisse en faire bénéficier les autres adhérents, ça serait vraiment formidable. Alors Paola, toi, tu vois beaucoup d'entreprises. Le COMEX 40, tu es impliqué au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, tu as évidemment tes clients. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce qu'a dit Séverine, cette idée d'organisation du travail et finalement de replacer la focale au bon endroit, parce qu'on parle de télétravail, mais c'est peut-être un sujet isolé au milieu de quelque chose de plus large et finalement de plus important. Alors, tout à fait, quoi, je rejoins. Alors déjà, merci beaucoup, Séverine, parce que je trouve que c'était très enrichissant et très 360, je dirais, parce que ça prenait l'ensemble du dispositif. Et c'est un peu la difficulté avec le télétravail, c'est qu'on n'est pas que sur un sujet, on est sur un ensemble de sujets. Euh, Après, effectivement, quoi, nous, notre vision, et notamment, c'est une des réflexions qu'on mène dans le cadre du COMEX 40. Alors, peut-être en deux mots, le COMEX 40, c'est un regroupe, une organisation rattachée directement à la présidence du MEDEF national et qui a pour but, donc qui représente les moins de 40 et qui a pour but de réfléchir aux enjeux sociaux et sociétaux qui impactent aujourd'hui ou demain nos entreprises. Donc on a été créé 8 mois avant le Covid, donc on était en pleine réflexion et on a notamment un sujet sur ce que nous on appelle le flex working, c'est-à-dire que finalement, et là je rejoins totalement Séverine, c'est que finalement il n'y a pas un seul usage du travail. Demain, on sera projeté, si on ne l'est pas déjà aujourd'hui, parce que les contraintes sanitaires faisant, il y a plusieurs usages du travail, plusieurs nouveaux modes de travail qui vont émerger, des modes qui vont composer à la fois le télétravail, à la fois le présentiel, mais on peut aussi imaginer par exemple que demain, les salariés ne souhaitent pas forcément, pour des raisons à la fois de temps de transport, de temps de trajet, en même temps écologique et de mobilité, se déplacer sur leur entreprise s'ils peuvent le faire, mais pour autant ils souhaitent sortir de chez eux pour d'autres raisons familiales et contextuelles. C'est par exemple une modalité du flex working qui est très développée et par exemple sur lesquelles notamment des grands noms de l'hôtellerie réfléchissent pour se dire comment finalement mettre à disposition des bureaux d'une autre façon. Ça peut être du troc inter-entreprise aussi. Donc je pense que la question du télétravail, je suis totalement d'accord, c'est qu'un petit focus de la question globale. Je pense que nous, chefs d'entreprise, et pour voir beaucoup d'entreprises, effectivement, de tout domaine y réfléchir avec des maturités diverses et variées, parce que j'étais hier avec des constructeurs automobiles qui ont une autre vision, quoi, voilà. Je pense qu'il faut la voir dans sa globalité et se dire, finalement, demain, quels sont les usages qu'on va proposer dans le cadre de notre entreprise à nos salariés.
et finalement quelle est la palette en fonction de nos contraintes de production, de performance, mais aussi en fonction de la pénibilité, des contraintes sociales et sociétales. Finalement, comment, quand on met tout ça dans un melting pot, eh ben, on propose une palette d'usages qui sont les plus adaptés possibles. Et moi, je crois profondément au flex working, je ne crois pas du tout au tout télétravail, parce que je pense que ça dépend de beaucoup de choses, notamment de l'entreprise, mais aussi de la personne. C'est même pas par secteur ou par fonction, c'est aussi très, très individuel. Mais je crois à une forme d'adaptation et qui, normalement, dans un message assez positif, va permettre, et toutes les crises souvent révèlent aussi ça, va permettre de pouvoir travailler peut-être dans des conditions finalement meilleures, ce que Séverine développait très très justement, dans des conditions meilleures pour les salariés si c'est bien fait. C'est-à-dire qu'au final, peut-être plus de performance pour les entreprises à la clé, de nouveaux modèles, et de l'autre côté, une façon de travailler et d'intégrer le travail, et je pense notamment à la fameuse génération digitale native et autres, donc d'intégrer le travail d'une façon un peu différente. Et c'était un peu l'attente finalement avant le Covid de toute cette génération, et peut-être que quelque part cet accélérateur qu'est le Covid va nous permettre de faire émerger ces nouveaux usages. Voilà, mon retour rapide. Avant de passer la parole à Florent, puis de nouveau, je vous redonnerai la parole, mais il y a Dominique Aristino, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui pose aussi le point sur la question du coût financier. Est-ce que vous faites au final, vous avez parlé tout à l'heure de 10 millions, ça faisait partie d'un plan d'économie de 10 millions. Est-ce que en termes de productivité, vous y êtes retrouvé? Je pense que ça vaudrait le coup de revenir là-dessus. Florian, votre point de vue sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est quoi l'éclairage que vous avez envie de partager avec nous? Bah, écoutez, moi je trouvais que l'exposé de Séverine était vraiment intéressant parce qu'on voit que c'est une entreprise qui a vraiment réfléchi à ça, qui n'a pas attendu le Covid en fait, que le Covid arrive pour clairement réfléchir à tous ces sujets. Ça me fait rebondir aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, Charles, en parlant disant que voilà, le bien-être, c'était quelque chose que les gens regardaient d'un œil un petit peu amusé, peut-être avant tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, la bataille que vont mener les entreprises, enfin, ce qui va faire le succès des entreprises au XXIe siècle, ça va être clairement leur capacité d'attirer et retenir les talents et les talents au sens large, la totalité de leurs collaborateurs. Et on voit là qu'effectivement, il y a toute la partie flex working qui va clairement en faire partie. Moi, j'ai du mal à imaginer, une fois qu'on a traité la question du salaire, on traite la question de la famille aussi avec l'organisation du travail, les crèches d'entreprise, etc. Je ne vois pas un plus grand sujet que la santé, en fait, qui va toucher la totalité des collaborateurs. Donc, je pense que c'est vraiment une nouvelle ère qui va commencer. Et peut-être la seule question que j'aurais, j'ai une question en fait pour Séverine, c'est-à-dire j'ai vu énormément de choses qui étaient mises en avant dans cette nouvelle organisation qui est très complète et qui effectivement est vraiment la base, je pense. Mais je me pose aussi la question, voilà, dans un environnement où on est vraiment dans un télétravail très très poussé, où on n'a pas ces interactions sociales qui permettent de dire à quelqu'un, bon bah là effectivement, est-ce que ça va vraiment bien, on repère ces signaux faibles. Est-ce qu'ils ont mis en place justement des dispositifs pour repérer un petit peu ça? Et est-ce qu'ils ont un retour sur les taux d'usage et la satisfaction que ça peut donner? C'est vrai, vous avez beaucoup de questions et très vite. Oui, attendez, je vais essayer d'y répondre. Peut-être pour répondre à Florian tout de suite. Alors oui, le 100% télétravail, le retour qu'on en a, c'est que bien sûr, on arrive un peu à la limite du système au bout d'un an. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se le cacher, 100% de télétravail, ce n'est pas un rythme qui est optimal. Donc on a des collaborateurs qui sont plutôt très contents en fait, et qui se sont mis dans ce rythme-là. D'autres, en effet, qui ont besoin aussi de pouvoir revenir et pour lequel, en effet, la difficulté qu'on a, c'est des collaborateurs qui sont peut-être un petit peu plus isolés socialement et pour lesquels le lien au travail, le lien au lieu de travail était quelque chose d'important pour leur équilibre personnel. Et là, on voit bien qu'on a un vrai élément de fragilité par rapport à ça. Donc, ça, on le traite à deux niveaux. Alors, on parlait des cellules d'écoute tout à l'heure. Bien évidemment, on en a une et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, Florian. Ça n'a pas flambé chez nous, en fait. Donc, je pense que les collaborateurs vont plus voir facilement leur médecin traitant que d'aller sur ces systèmes de cellules d'écoute. Ça a le mérite pour autant d'exister.
Par contre, en fait, on a vraiment beaucoup axé la communication et le repérage des signaux faibles vis-à-vis des managers. C'est-à-dire, c'est le rôle des managers aussi de se rendre compte de ces signaux faibles. On les a beaucoup outillés aussi pour justement mettre en place des rituels informels. Donc, on parlait un peu des coffee meetings, bah, c'est ça, c'est de se dire, il faut aussi garder ce côté informel, ce côté machine à café que traduisait tout à l'heure Paola. Et ça, c'est un vrai enjeu quand on est en distanciel à 100%. Donc, c'est vrai que ça, ce sont un peu les difficultés. Par contre, sur un 50 à 60% de télétravail, ce qu'on va essayer de jouer dans l'organisation, c'est vraiment justement de se dire que quand on vient au bureau, on est vraiment dans l'interaction. On est vraiment dans ce côté informel, cette interaction pour mener à bien les projets. Et chez soi, on est vraiment plus sur, je travaille sur des dossiers de fond. Donc ça, c'est pareil. On a essayé de retravailler aussi sur quel était le contenu des missions que je fais quand je suis en fait au sein des locaux pour aussi travailler un peu plus cet aspect-là. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, Oui. si, tout à fait, tout à fait. Il y avait une Double autre question. volontariat et coût Oui, financier. voilà, tout à fait. Donc, double volontariat, ce qu'on entend par là, c'est tout simplement que on n'a pas la même logique d'empreinte immobilière en fait en province, puisqu'en fait on est moins contraint par on a des locaux souvent en fait qui sont dimensionnés qu'on ne peut pas réduire, où on est propriétaire de certains de nos locaux. Donc on n'est pas dans la même dimension qu'en région parisienne où il y avait besoin en tout cas de réduire aussi assez drastiquement la taille de nos locaux. Donc l'idée, c'est vraiment plus de dire le télétravail devient un outil d'équilibre vie pro, vie perso. On veut instaurer parce que ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de la qualité de vie qu'on essaie de mettre en avant. Et de ce fait, si le collaborateur, le manager peut en effet solliciter le collaborateur pour en faire et être vraiment moteur dans sa démarche, mais ça se mettra en place vraiment que si le collaborateur en est d'accord. Donc on est vraiment sur deux postures qui se rejoignent pour mettre en place le télétravail. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est pas imposé au sens, il faut absolument mettre en place le télétravail. On s'adapte vraiment, comme le disait tout à l'heure Paola, à l'individu, à son souhait aussi de le mettre en place ou pas. Et puis, bien sûr, on les accompagne aussi avec les outils qu'on a mis en place. Donc, c'est en ça qu'on met en place le double volontariat. Pour autant, ils ont le droit exactement aux mêmes indemnisations que sur des sites obligatoires, hein. On est vraiment sur l'équité de traitement. Et le dernier aspect, je crois que c'était par rapport au coût et au retour Oui, c'est ça, de ces absolument. dynamiques. Alors, par rapport au coût, le financement en fait, de ce télétravail, le financement de ces indemnités, tout ça a été pensé aussi dans une logique économique bien sûr cohérente, c'est-à-dire que on part du principe aussi que nos collaborateurs, de ce fait-là, se déplacent moins. On a aussi une économie sur les repas aussi RIE. On a voilà, donc c'est tout ça qui a été mis aussi en perspective pour pouvoir aussi se dire, on a un certain nombre d'économies qui sont faites. On réalloue une partie aussi aux collaborateurs pour leur permettre de les accompagner. Et en fait, ce qu'on se rend compte là depuis un an, c'est quand même que alors, si on peut appeler ça, oui, la productivité des collaborateurs en fait c'est accrue. Donc ça fonctionne et à la limite, on est encore plus productif, en tout cas à distance. Nous, c'est vraiment notre retour d'expérience. Et des fois même trop productif, c'est-à-dire qu'on doit mettre aussi certaines barrières pour que les collaborateurs se retrouvent pas non plus dans des journées de travail interminables et s'épuisent. Parce que on est aussi dans une entreprise en transformation, on est sur une course de fond et pas de vitesse, donc on veut aussi que les collaborateurs trouvent leur rythme. Donc à la limite, on est dans le productif, même un peu trop au début de crise, et qu'on essaie un peu de rééquilibrer par tous ces bons principes managériaux qu'on essaie de mettre en place. Donc, le retour d'expérience est plutôt positif, et je vous avouerai que ça a été même un étonnement parce que quand on a commencé, quand la crise s'est mise en place avec le premier confinement, certes, le télétravail était déjà mis en place chez nous, mais ça correspondait à peut-être 10% de la population à peine. Et là, on a dû le généraliser. Et en fait, on s'est rendu compte que l'entreprise tournait bien, même mieux, en étant à distance.
Donc, c'est plutôt, en tout cas pour nous, un retour positif avec bien sûr toutes les vigilances qu'on a sur l'équilibre des collaborateurs et sur en effet le fait de garder le lien, parce que ça, c'est un élément important qui fait partie aussi de la valeur de notre entreprise, c'est l'engagement de nos collaborateurs. Donc, sur ces sujets-là, c'est vrai qu'on est très attentif aussi pour garder ce lien. Bah, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Paola, c'est-à-dire Ouais. ça fait partie aussi de vos valeurs et de votre éthique et vous êtes capable de faire du global et à la fois quasiment du cas par cas, Oui. de considérer en fait chaque collaborateur comme un sujet à part entière et pas aborder les choses de manière dogmatique. C'était vraiment très intéressant votre partage d'expérience, Séverine. Je vais passer on va parler avec Léonid Goncharov, le CEO de Anticafé. On va passer sur un sujet qui est plus lié à l'immobilier. Vous allez voir, parce que au travers de son activité, voilà, comment lui aborde les solutions de télétravail possibles. Et puis on terminera avec Wojo. Stéphane Ben-Simon, on est en train, au niveau du MEDEF Paris, on a adressé à nos adhérents un petit questionnaire sur les questions qui sont liées à l'immobilier. On essaie d'étudier ce sujet, de comprendre comment, au niveau des différentes boîtes parisiennes, comment cette histoire de télétravail a transformé leur vision et leurs approches immobilières. Donc, merci à tous ceux qui ont reçu ou qui vont recevoir ce questionnaire d'y répondre. Léonide, je ne sais pas si tu es avec nous. Si, si. Si tu es là, bah, parfait. Bah, écoute, comment tu abordes la question des solutions de télétravail? Déjà, Charles, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et merci beaucoup pour le partage d'expérience que l'on a vu jusque-là, que j'ai trouvé super intéressant et qui correspondent complètement à ce que nous imaginons et ce que nous avons pu constater avant le Covid. On a plus de 40 000 utilisateurs fidèles qui venaient dans nos espaces avant le Covid. Donc, on a pu voir que les premiers utilisateurs de vos modes de travail, de télétravail. Et ce qui s'est passé avec la Covid, ça a été un gros accélérateur de toutes les tendances qui existaient avant. Par contre, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais préciser que ce que nous avons vécu ces derniers 12 mois, ce n'était pas du télétravail, ça a été un confinement, quelque chose d'exceptionnel, particulier, et ça a mis des bases du futur, mais ce n'est pas le futur. On a vu tout à l'heure dans les témoignages que, et on le voit de notre côté aussi, que les salariés, les managers et les entreprises ont trouvé des avantages dans ce mode de fonctionnement. C'est pourquoi je suis sûr que ça va encore une fois former comment on va travailler demain, de certaines manières. L'élément qui est à mon avis le plus important, c'est qu'on va choisir le lieu de travail, là on va, en fonction de ce qu'on a à faire dans la journée. Et bien sûr, on va aller dans les bureaux. Je ne crois pas au télétravail à 100% pour la majorité des entreprises. Donc, on va aller dans les bureaux pour les questions liées à la culture de l'entreprise, aux échanges informels avec nos collègues, pour utiliser les ressources de l'entreprise. On va utiliser dans les bureaux, dans les coworking. Mais pour tout ce qui est lié à la production, tout ce qui est lié pour envoyer quelques emails, pour travailler sur un Excel, sur un Word, là, ce sera un gros changement. C'est là où on va pouvoir utiliser le télétravail, rester à distance, rester à la maison, rester aussi dans les tiers-lieux dédiés à ça, comme, si je ne me trompe pas, Paola a mentionné. J'étais ravi d'entendre ça parce que c'est justement ce que nous faisons. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet. Il y en a une que j'aime particulièrement qui vient d'ESSEC, qui préconise à la base de plusieurs milliers de salariés questionnés qu'on va passer à peu près 3 jours par semaine, un tout petit peu moins en moyenne dans les bureaux et dans les coworking, à peu près 2 jours par semaine à la maison et à peu près une journée par mois dans les tiers-lieux. Ça correspond d'ailleurs à notre expérience d'avant. Une journée par mois, ça ne semble pas forcément beaucoup, mais une journée par mois, ça augmente le besoin des tiers-lieux dédiés au télétravail à 500 000 postes après la Covid en France. Pour donner une idée d'échelle aujourd'hui, il y en a 3007 dédiés entre les coworking et tous les espaces. Oui, Stéphane aujourd'hui. va revenir va revenir effectivement sur ce sujet parce que lui, il est vraiment, enfin, le modèle d'Anticafé, celui de Wojo sont très différents. Stéphane,
je pense que tu es avec nous. Tu es au cœur du réacteur finalement dans cette approche de la partie physique du télétravail, le coworking. 1 an de retour d'expérience. Je sais qu'on s'était parlé au tout début. On avait fait une petite interview ensemble au tout début de l'expérience Covid. 1 an après, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez fait évoluer des choses chez Wojo? Est-ce que vous avez vu les besoins de vos clients évoluer? Comment ça se passe? Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Oui, oui, Ouais, voilà. super. On voit à la fois le logo de Wojo et ton visage juste au-dessus. Ok, super. Merci Charles, merci à tous. Oui, effectivement, nous, Wojo, on est au cœur de cette transformation, puisque vous ne savez peut-être pas, mais Wojo, ce sont des sites de bureaux flexibles. Donc, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, et Léonide le mentionnait, c'est exactement ce que nous vivons dans notre secteur d'activité, des sites d'espaces flexibles. Il y en a 14 en France et en Espagne. Et, et on a élargi, et là, j'ai salué Paola qui faisait mention des hôtels. On a élargi notre réseau aux hôtels, à tous les hôtels Accor, puisque Accor, comme Bouygues Immobilier, sont nos actionnaires. Alors, effectivement, Charles, tu as raison. On a vu exploser le télétravail, on n'y revient pas, on a vu exploser les, les troubles liés au télétravail, mais je pense que ça a été dit largement précédemment. Oui. Et nous, on le constate, puisqu'on héberge à peu près 400 entreprises dans nos sites, plus de 6000 membres. Et évidemment, on a en direct les retours de ces entreprises sur les impacts du télétravail. Et donc, il y a les nouvelles tendances. Et puis, évidemment, ce qui s'est passé avec le Covid, ça a été un peu plus loin, avec le fait que les entreprises, et là aussi, je crois que c'est Séverine qui le mentionnait, ont mis en place des schémas de directeurs immobiliers. Si on peut avancer sur les slides, je n'ai pas la main du coup, puisque c'est le deuxième poste. Ah, ça revient un peu trop vite. C'est le deuxième poste de l'entreprise après les salaires. Et donc, toutes les entreprises se posent la question des coûts. Avant la crise, les postes étaient les entreprises ou les immeubles étaient peu occupés. Et donc, vous voyez ici quelques études qui nous ont intéressés, puisque 40% des entreprises se posent la question du renouvellement du bail 369, qui est évidemment euh, loin d'être flexible par définition. Le problème d'un bail, c'est que ça dure un bail, comme on dit. Et donc, on observe tout ça. Et quand on va un peu plus loin avec les études qu'on fait, on a fait une avec Opinion Way, on essaie de voir quelles sont les attentes des entreprises et quelles sont les attentes des collaborateurs. Et là, il y a des choses très intéressantes dans celle qui suit, j'espère, sur les comportements des entreprises, et les attentes des entreprises et les attentes des collaborateurs. Je ne vais pas toutes les reprendre parce que je crois qu'elles ont été évoquées précédemment si on peut avancer sur les slides pour que vous puissiez les voir, sur la réduction du temps de trajet pour les salariés, c'est ce qui revient très souvent dans nos études. Travailler, la possibilité de travailler chez soi, mais aussi n'importe où. Et je vais revenir après. La proximité, évidemment, pour des questions de sécurité et aussi des questions d'environnement, de respect de l'environnement, puisqu'on brûle moins de carbone. Et évidemment, tout ce qui revient sur le bien-être, on l'a dit, redit, Florian, Séverine et Paula l'ont exprimé sur le bien-être au travail, tu l'as dit aussi. J'aime bien ton expression chaleur ajoutée. Je trouve qu'elle colle bien avec tout ce qu'on vit, nous, dans nos sites, puisque c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Copyright MEDEF Paris, hein, chaleur ajoutée. D'accord. Il faut nous citer. Et côté entreprise, on l'a vu avec l'exposé de Séverine, on le voit sur toutes les entreprises que l'on contacte, qui nous contactent aujourd'hui, se posent toutes ces questions-là, de savoir comment on intègre le télétravail, comment on intègre des tiers-lieux dans le télétravail, comment on réduit ses coûts immobiliers, optimiser sa surface, la flexibilité, puisque
chez Wojo, on offre 3 formes de flexibilité. La flexibilité du temps, c'est-à-dire on prend ses bureaux pour 6 mois, 1 an, 3 mois. La flexibilité de l'espace, c'est-à-dire on est 10, mais demain on peut être 15. Et la flexibilité des lieux, puisque avec les hôtels, on est installé un peu partout. Donc voilà. Et puis les entreprises, et ça c'est une très bonne nouvelle, en profitent pour intégrer tous les enjeux RSE à cette situation. C'est-à-dire que c'est un bon prétexte pour remettre les choses à plat ou pour relancer tous les sujets de RSE que l'on peut observer. On voit que ça accélère en fait, comme dit le slide, les différentes transformations. Donc ça, Exactement. Donc, on répond aux questions que beaucoup d'entre vous se posent sur c'est comment améliorer la productivité sur les slides qui suivent. On va les passer vite parce que je crois qu'on les a déjà parlé. Comment lutter contre abordé, oui. C'est les grandes questions en fait que tout le monde se pose. L'isolement, la productivité, bien sûr. l'isolement, la productivité. Ensuite, évidemment, le sujet de faire revenir les équipes au bureau. Et là, on le voit dans nos sites, le fait d'avoir quand même de la vie, de pouvoir rencontrer, de sociabiliser, ça attire forcément les entreprises pour s'installer chez nous, où il y a plusieurs entreprises dans un même lieu. Et puis, évidemment, côté pur économique, comment réduire ses coûts et ses espaces sous-occupés, comme je le disais. Donc, on est dans un vrai nouveau paradigme avec cette espèce d'explosion des lieux. On est passé du ce qu'on appelle le Work from Office, WFO. Ensuite, on est passé du Work from Home. Et puis, maintenant, on est dans le Work from Anywhere. Et c'est là où des offres de tiers-lieux et de coworking ou de bureaux flexibles interviennent avec l'expérience qu'on vit chez nous. Donc, ce Work from Anywhere, on le voit bien avec les espaces, on le voit aussi avec toutes les formules qu'on peut vivre aujourd'hui, toutes les demandes qu'on a des entreprises en disant aidez-moi à construire la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie bureau, celle qui en fait ne peut pas exister s'il n'y a pas toutes les remises en cause qu'a expliqué Séverine, c'est-à-dire le management, la mise en place d'accords sociaux, la remise en cause d'un certain nombre de sujets sur le bien-être. Et au-delà de ça, tout le monde se repose la question de comment je travaille avec un siège pour les grandes entreprises, mais également pour les PME, avec des sites régionaux, avec éventuellement des sites satellites. Donc, de remettre tout ça en place. Et on est en capacité aujourd'hui d'y répondre et en même temps de répondre à ce sujet où ça se trouve, partout en France, avec un maillage très, très fort sur Paris. Donc, on a aujourd'hui, on observe en tout cas dans les entreprises et chez les collaborateurs ce besoin absolu d'intégrer ce nouveau paradigme. C'est plus une option. Le télétravail est maintenant ancré dans les gènes de chacun. Donc, même si ça pose un certain nombre de sujets, il va falloir pour les entreprises trouver des solutions, sans doute des solutions de tiers-lieux, de remise en cause aussi de leur bureau, de se reposer des questions sur leurs baux traditionnels qui sont un peu flexibles et de trouver ces lieux qui continuent à attirer et à retenir les talents et à jouer de la socialisation, évidemment, et partout en France. Donc ça, c'est une expérience que nous vivons. Et j'avoue que le fait d'avoir intégré dans tous les hôtels une offre de bureaux à proximité de toute entreprise, puisque avec tous les hôtels Accor, de Ibis jusqu'à Novotel Mercure, Pullman, ça fait pas loin de 500 hôtels en France et 5000 dans le monde qui sont en capacité aujourd'hui d'installer des bureaux à la journée ou pour une longue période. Et ça change tout. Et les premières expériences sont extrêmement intéressantes. Très bon feedback des entreprises qui se sont installées à l'hôtel. Après tout, quoi de mieux que de s'installer
Pendant des années, les entreprises ont essayé de faire entrer l'hospitalité au sein de leur accueil, avec des événements, avec de la restauration, avec un accueil spécifique. Et ben là, on a fait un peu le contraire, on a fait rentrer les entreprises dans les hôtels. Bon, Et c'est une là, expérience très intéressante. on fera peut-être un sujet là-dessus quand le retour d'expérience aura été approfondi. On a un petit peu dépassé, pardon, à tous ceux qui se sont connectés. Merci beaucoup à tous les participants, Stéphane, Léonide, Florian, Séverine et Paola. Si je voudrais dire à toutes les personnes qui ont participé, qui ont écouté ce webinaire, que évidemment tous les participants sont à votre disposition pour répondre à des questions plus précises. Vous pouvez nous joindre via, par exemple, le compte Twitter du MEDEF Paris ou les différents réseaux sociaux du MEDEF Île-de-France. Voilà. On va essayer de mettre aussi en ligne des informations qui seront un peu rassemblées au travers d'interventions des différents intervenants. Merci, on a couvert beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à couvrir. J'ai l'impression que on n'en a pas fini avec cette histoire de télétravail, mais je vous remercie à tous d'avoir vraiment élargi la perspective sur le télétravail, les questions immobilières, les questions de relations au travail, les questions d'organisation, la partie santé qui va devenir très très importante, la partie éthique aussi, le sens. On voit que les DRH vont avoir du pain sur la planche, vont continuer d'avoir du pain sur la planche dans les semaines et dans les mois qui viennent. Merci à tout le monde. Questions, réactions, faites-nous part de vos questions et de vos réactions. Dites-nous, tiens, si pour tous ceux qui ont écouté ce webinaire, si vous avez envie de retenir une chose, eh ben, faites-nous part de la chose que vous avez envie de retenir. Envoyez un petit message en message privé ou en message public sur le compte Twitter du MEDEF Paris. Et puis, on sera ravis de continuer à échanger avec vous. Merci à tous.